Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux à l'ouverture de cette rétrospective intégrale consacrée à Bertrand Tavernier qui donc se poursuivra jusqu'au 5 mars. Soyez les bienvenus à la Cinémathèque française. Au nom de nos tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque française, Netflix, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma. Et commençons par le commencement. Merci beaucoup à notre président Costa Gavras d'avoir tenu à être parmi nous ce soir. À exactement 3 rangs de lui, faites-moi l'amitié d'applaudir aussi la présidente de l'Institut Lumière, Irène Jacob. Et enfin, un autre président de l'Institut du monde arabe, mais surtout un très vieil ami de la Cinémathèque française, à laquelle il a rendu d'innombrables services quand il était ministre de la Culture, cher Jack Lang. C'est toujours un plaisir. Je ne vais pas citer tous les amis, les comédiens, comédiennes, techniciens, collaborateurs de Bertrand Tavernier qui sont dans la salle ce soir parce que j'en finirai pas. Simplement vous dire que vous avez tous répondu avec beaucoup de spontanéité et de générosité. Et donc là, il y a quelques personnes, mais ce sont uniquement ceux qui font des signatures, plus Stéphane Le Rouge, à cause de copinage éhonté. Mais, vous pouvez applaudir aussi Stéphane, il adore ça. Mais en fait, vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Et ça va commencer dès demain soir, je crois que c'est à 18h, avec Laurent Heyman, lui-même membre du conseil d'administration de la Cinémathèque française, qui viendra parler avec moi, donc dès demain, jeudi, de l'horloger de Saint-Paul. Et ensuite, il y aura des rencontres qui vont s'échelonner jusqu'au 5 mars pour présenter tous les films et donc essayer de parler de l'œuvre de Bertrand Tavernier de la façon la plus complète possible. À ce propos, et je ne l'ai pas vue dans le hall, mais je crois qu'elle est là, est-ce que Tiffany Tavernier est là? Elle est là. Voilà, donc la fille de Bertrand Tavernier. Bonsoir. Et Sarah Tavernier, est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là. Bonsoir Sarah. Voilà, très heureux de vous avoir avec nous. Et encore une fois, même si je suis heureux et surpris de voir Julie Delpy, que j'imaginais comme d'habitude à Los Angeles et qui est parmi nous, mais l'énumération, voilà, applaudissez-la, mais l'énumération s'arrêtera là, parce que vraiment, ça serait trop long. Mais soyez tous infiniment et chaleureusement remerciés. Et naturellement, toutes ces rencontres, toutes ces présentations de films sont sur le site internet de la Cinémathèque et sur le programme papier qui est arrivé hier et que vous pouvez vous procurer dans le hall. Vous avez même le droit exceptionnel d'en prendre 2 exemplaires puisqu'il va jusqu'à la fin du mois de mai. Donc en fait, je suis très heureux, très ému, un peu quand même, parce que pour vous dire la vérité, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. C'est évidemment de notre faute, parce que nous avons trop tardé, et quand je dis nous, c'est l'ensemble de la Cinémathèque française, parce qu'en fait, on a des bonnes et des mauvaises habitudes. Une des bonnes habitudes, c'est que pour les contemporains, quand on fait des rétrospectives, on attend qu'il y ait un film. Et on n'était pas complètement sûr, Frédéric Bourboulon, son producteur, n'est pas là pour l'attester, mais je ne crois pas qu'il le démentirait, que Bertrand Tavernier puisse faire encore un nouveau film après son formidable voyage dans le cinéma français en 10 épisodes. Et donc on s'est mis, et on en parlera tout à l'heure avec Thierry Frémaux, à attendre la dernière édition, archi définitive, non pas d'un film, mais d'un livre. Et je sais qu'il y a des grands cinéphiles dans la salle, et donc vous connaissez ce livre. Il s'est d'abord appelé 20 ans de cinéma américain, puis 25 ans de cinéma américain, puis 50 ans de cinéma américain. Et quand enfin on a rencontré Bertrand Tavernier, et on s'est évidemment entendu comme larron en foire, il préparait l'édition des 80 ans de cinéma américain.
Combien? 100, carrément. Thierry fait bien de me corriger, 100. Et donc Thierry nous dira tout à l'heure où il en est à l'Institut Lumière, et peut-être avec Actes Sud, je ne sais pas s'ils sont encore dans le coup ou pas, de l'édition de cet ouvrage qu'on attendait. Et en fait, Bertrand Tavernier était comme ça, et vous êtes nombreux à l'avoir beaucoup mieux connu que moi. Ce qui lui importait surtout, c'est qu'on lui rende hommage pour ce livre-là, Les 100 ans de cinéma américain, avec Jean-Pierre Coursedon, édition définitive. Et puis ça traînait, et ce dont il avait le plus envie, et Thierry le reconnaîtra bien là, c'était de faire une carte blanche de ces films américains. Et là où il comptait sur nous, et c'était extrêmement touchant et ça lui ressemblait, c'était de lui trouver des copies, de bonnes copies, de films rares. Et donc avec lui, nous nous sommes mis à faire une carte blanche idéale des films américains qu'il aimerait passer à la Cinémathèque française. Alors évidemment, la carte blanche au début, oui, ça faisait 50 films. Alors on lui a dit non, c'est pas possible, donc ça a réduit. Je crois qu'on est arrivé à 12 finalement, mais on lui avait trouvé les copies qu'il voulait. Et puis voilà, les choses se sont décidées autrement. J'avais quand même eu le temps de lui dire, mais puisqu'on fait une carte blanche pour votre livre, pour 100 ans de cinéma américain, on pourrait peut-être en profiter aussi pour montrer vos films. Et je crois qu'il m'avait répondu, si vous y tenez, cher Frédéric. Comme on avait une histoire commune un peu lointaine et un peu agitée, il y avait évidemment beaucoup d'humour, d'ironie et un peu de camaraderie aussi dans cette réponse. Mais il se trouve que, oui, j'y tenais, nous y tenions, et nous savons que de toute façon on aurait dû le faire depuis belle lurette. Et je pense que lui le savait aussi, mais qu'il avait l'élégance de ne pas nous en faire reproche. Donc voilà, ça aurait été tellement plus drôle avec lui, parce qu'en plus il se serait beaucoup moqué de moi, donc on se serait beaucoup amusé. Mais c'est comme ça, vous allez pouvoir voir, revoir tous les films qu'il a réalisés, y compris ses documentaires ô combien courageux, je pense en particulier à celui consacré à la guerre d'Algérie, La guerre sans nom. Et donc nous avons essayé de rassembler autour de ces films vraiment le plus de monde possible, amis, famille, collaborateurs. Thierry Frémaux, compagnon de route, il a écrit un livre entier sur lui et sa relation avec Bertrand, j'en parlerai avec lui la semaine prochaine, mais enfin voilà, tout le monde a été à peu près réuni. Juste un mot avant de céder la parole à nos invités sur une semaine de vacances. D'abord, c'est pas forcément le film le plus connu de Bertrand Tavernier. C'est une très belle restauration. Et en plus, c'est un film où il adopte quelque chose qui lui allait très très bien. C'est le ton de la chronique. Vraiment. C'est-à-dire que on n'est pas dans l'événement, on n'est pas dans la dramaturgie classique, mais on est dans quelque chose qu'il aimait bien, qui est très français, qui ressemble un peu au cinéma de Claude Sauté, qu'il admirait tellement. C'est-à-dire la chronique qui a l'air dédramatisée comme ça, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Comme beaucoup plus tard, il a fait L627 et il a essayé de renouveler de fond en comble le film policier français, et à mon avis, il y est parvenu. Donc une semaine de vacances, pour faire sourire Nathalie Baye, je l'ai vue à sa sortie. Donc chère Nathalie, j'avais l'âge de vos élèves dans le film, et je me souviens encore d'une annotation que votre personnage met sur une copie d'élève, de gauche, mais banale. Je ne sais pas si c'est Bertrand ou son co-scénariste qui avait écrit ça, mais ça c'était très bien vu. Et en plus, j'ajouterai, ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un tout petit spoilage, mais minuscule. En plus de Michel Galabru, qui est très épris de Nathalie dans le film, on aperçoit aussi Philippe Noiret, qui joue un horloger à Saint-Paul et qui attend la sortie de prison de son fils. Petit clin d'œil comme ça, très vite, mais que je souligne, vous ne serez pas surpris. J'ai suffisamment parlé, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Nathalie Baye, qui en plus d'être la comédienne connue
et membre du bureau du conseil d'administration de la Cinémathèque française, et donc consacre beaucoup de temps et d'énergie à la vie de cette maison. Et puis mon vieil ami et confrère de l'Institut Lumière, mais je l'ai aussi eu entre-temps devenir le directeur général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Si j'avais su. Si j'avais su un jour que je parlerais d'une semaine de vacances et de. Il y a combien d'années? 42 ans. 43. J'avais jamais fait de cinéma. J'y connaissais rien. Ce que j'aimais, c'était jouer. Et j'ai découvert, avec Bertrand, le plaisir de jouer et c'était assez étonnant d'avoir un réalisateur qui était comme un enfant. Il jubilait quand il était content d'une scène. Il y avait quelque chose un enthousiasme qui faisait presque peur, parce qu'on a toujours peur que ça soit trop, quoi. C'était pas à la hauteur de ce qu'on faisait. C'était assez incroyable. Et je pense que Bertrand a été le premier à me faire découvrir le cinéma et à aimer le cinéma. Voilà. Et ce rôle de prof, moi qui étais nulle à l'école et qui n'ai pas aimé les profs, c'était un truc de composition tout à fait exceptionnel. Je crois que c'est même mon plus grand rôle de composition. Mais j'en garde un souvenir formidable, vraiment chaleureux. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir chère Irène, chère Sarah, Tiffany, tous les amis de Bertrand qui sont là et qui sont heureux, cher Fred, que ces films soient projetés. Cher Costa, ici à la Cinémathèque, le ministre Jack Lang me disait, se rappelait, puisqu'on a souvent ces conversations avec Jack Lang sur la réforme du cinéma français dans les années 80, comment la France a réinventé son système. Que parfois on a le sentiment qu'il faudrait un peu réinventer la réinvention, et que Bertrand était un compagnon de réflexion, de route sur ces combats, de la défense des auteurs, du cinéma, et de dire que défendre le cinéma de son pays, c'est défendre le cinéma des autres pays, parce que c'est montrer l'exemple de ce qu'un pays doit s'écrire aussi par des films, autant qu'il s'écrit par de la musique ou de la littérature. Ce film, Une semaine de vacances, oui, 1980, mais tu étais déjà dans la nuit américaine. Ouais. Dont la photo, et il faudrait avoir une pensée pour lui, a été faite par Pierre William Glenn, grand chef opérateur, en général, et grand chef opérateur des films de Bertrand. Toute la première partie de sa carrière, les films sont éclairés, photographiés par Willy Glenn, avec comme assistant Alain Chocard, qui après va prendre le relais. Il y a toute une histoire aussi dans cette rétrospective qu'on verra apparaître, qui est l'histoire du cinéma français des techniciens. Bruno de Kayser, les monteurs, les monteuses, Sophie Brunet, Ariane Beuglin, etc., et Armand Pseni, puisque Jean Achache me le rappelait à l'instant. Enfin, les génériques des films de Bertrand, c'est un petit voyage dans sa propre histoire. Donc ça, 1980, il a tourné à Lyon, comme L'Horloger de Saint-Paul. L'Horloger de Saint-Paul, c'était son premier film qu'il avait voulu tourner à Lyon, et en effet, cet enthousiasme dont Nathalie parle, Noiret, ça le ravissait, et quand L'Horloger de Saint-Paul se faisait,
Et au moment où le tournage va commencer, il s'est dit, mais merde, lui qui n'arrête pas de me parler de cinéma, il va faire que ça sur le plateau. On va faire un film de cinéphile, on va pas faire un film de cinéma. Et pas du tout. Dès que le moteur a été demandé, Bertrand n'était jamais cinéphile. La seule chose qu'il concédait, il voyait des mauvais films en se disant qu'il devrait pouvoir faire mieux. Ça le motivait. Mais sinon, il ne voyait pas de film, sauf pour montrer à ses équipes. Et l'Orgie de Saint-Paul, c'est intéressant parce que c'est l'histoire, sans spolier, d'un père dont le fils a tué un homme et qui va essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est un peu tout le contraire d'aujourd'hui où on juge et on condamne avant de savoir, avant de comprendre. Et tout le film est le cheminement, non pas sur un acte, mais sur un doute. La progression qu'on peut se faire mentalement, personnellement, intimement, sur un événement inattendu et qui bouleverse votre vie. Et tous les films de Bertrand, presque tous, il faudrait faire la liste, c'est des personnages qui sont dans le doute, et le personnage de Nathalie dans Une semaine de vacances est évidemment quelqu'un dans le doute. D'ailleurs, le film est adapté d'un livre de Claude Duneton, cher Jacques, qui à l'époque était un succès gigantesque, qui s'appelait « Je suis comme une true qui doute », qui était un énorme succès, qui était un livre sur les profs. Gros succès surtout chez les profs. Oui, ta mère était prof. Oui, voilà. Deux parents profs, oui, fatalement. Oui, j'ai encore le livre de poche. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais Claude Duneton, qui était par ailleurs un magnifique écrivain et manieur de langue française. Ouais. Et alors, vous allez voir dans le film un premier compagnonnage qui va se faire entre Bertrand et Eddie Mitchell, donc vous allez entendre, voir arriver la chanson. Et je me souviens qu'à l'époque, Bertrand Tavernier avait l'image d'un cinéaste auteur. Et tout à coup, il allait chercher un musicien très populaire. Et pour les gens, c'était une surprise. Et puis après, évidemment, on retrouve Eddie Mitchell dans Coup de torchon et dans Autour de minuit. Et il y a la dernière séance dans le film, ce qui m'avait Et vous allez entendre la dernière avant séance, que l'émission n'existe. Avant que l'émission n'existe, et quand c'était qu'une chanson d'album, et cette chanson formidable sur le chômage qui s'appelle « Il ne rentre pas ce soir ». Bon, il y a Gérard Lanvin, qui est magnifique, qui est tout jeune, qui fait que des blagues. Et Bertrand racontait qu'il faisait que des blagues sur le plateau aussi, pour ceux qui étaient là, mais il apporte au film quelque chose de magnifique. Alors, Bertrand, je disais, il parlait tout le temps en bobine. C'est un truc que j'ai oublié de dire dans le livre. Il faisait à l'ancienne, il pensait montage, donc il parlait... Non, parce que tu comprends, la deuxième bobine, là... et puis il disait aux gens aussi, alors vous verrez, la quatrième bobine, Bertrand, les gens ne savent pas ce que c'est que la quatrième bobine. Là, il faut parler en durée, quoi. Bon. Et il avait toujours ça. Alors il disait toujours, la deuxième bobine, c'est la plus difficile. Et dans ce film-là, il disait, non, la deuxième bobine, ça va. Et le film est très, très beau, très linéaire. Oui, il y a Philippe Noiret, qui évoque un cinéma de Lyon aujourd'hui disparu. Il y a Michel Galabru, qui évoque les embouteillages de Lyon, qui ne sont pas résolus. Le tunnel de Fourvière est toujours exactement comme Galabru le décrit dans le film. Et puis, pour terminer, il y a beaucoup de choses à dire, on s'en parlera la semaine prochaine, mais il y a une chose, il aura fait 2 films sur Enseignement, Une semaine de vacances, 1980, et ça commence aujourd'hui, au milieu des années 90, avec Dominique Sampiero et Tiffany, et entre ces 2 films, ou avec ces 2 films, il y a quelque chose dont on se dit immédiatement, et là on va le voir, sur des portraits d'enfants très très beaux, sur des réflexions qui sont faites par les parents. Quand Galabru dit, ouais, ces enfants à soi, je ne sais plus comment il dit, on voudrait tous qu'ils soient géniaux. Bon. Et là tout à coup, c'est assez évident. Les enfants de soi, et on se dit que si on avait fait un peu attention, non, je ne parle pas de la gauche des années 80, surtout qu'en culture, c'était impeccable. Et surtout que ça vient après. Mais si, et surtout sur Ça commence aujourd'hui, si on avait fait attention à ce que le film disait, comme on a vu les belles images de merde, L627... Didier Lezas, pardon, ça m'échappe. Pareil sur les flics de rue, sur ces policiers, ben, les choses auraient évolué, quoi. Et aujourd'hui, qu'on se pose plein de questions
sur l'enseignement, sur l'éducation, sur l'école. Ben voilà, là c'est une crise de profs, en effet, et le film, vous allez voir, moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est un film, souvent ils faisaient des films très longs. Donc on disait, tes films sont longs, il fait oui, mais on peut aller dîner pendant. Et celui-là, il fait qu'1h42, donc on ne peut pas prendre de dessert. Bon. Les repas, on perdait beaucoup de temps parce que Bertrand ne pensait qu'à manger. Alors on cachait les trucs et il les trouvait, et ça c'était infernal. Oui. Pendant sur le tournage. Ah, sur le tournage. Ah oui, il y avait des drames. S'il y avait des gâteaux qui avaient disparu, c'était tragique. Oui, ben c'est pas seulement qu'il a voulu faire son premier film à Lyon, c'est que, à part la petite scène d'ouverture où tu figures Tiffany toute petite, mais ça commence par une scène de bouffe au Garret. Cordier et Jean Moulin se donnaient rendez-vous sous l'occupation. Et oui, donc voilà, oui, la nourriture, les feuilles de service témoignaient d'une attention particulière apportée à la nourriture. Donc voilà, vous allez voir aussi plein de scènes, d'ailleurs dans un autre restaurant célèbre du quartier d'Ainay à Lyon qui s'appelle Chez Abel. C'est là qu'il y a toujours des photos, d'ailleurs, les photos d'Étienne Georges qui figurent dans ce restaurant. Et alors, on va faire la question habituelle. D'habitude, on le fait pour M. le Maudit, mais qui n'a jamais vu Une semaine de vacances? Voilà, comme quoi il faut toujours revoir les films. Et si je disais, qui n'a jamais vu Une semaine de vacances sur le grand écran? Alors ça c'est comme à Lyon, normalement il devrait y avoir plus de mains qui se lèvent, et il y en a, les mecs ont dit j'ai dû lever la main une fois, c'est bien. En tout cas bah, c'est formidable, et j'espère en tout cas que la rétrospective le dira, que le cinéma de Bertrand Tavernier tient bien, ça traverse le temps, et ça a pris nos vies, et ils sont quelques-uns de cette génération, Blier est encore là, donc il faut commencer à voir les films. Il y a plus d'écart, il y a plus d'écart entre nous et Une semaine de vacances, sans te vieillir, chère Nathalie, qu'entre Une semaine de vacances et À bout de souffle. C'est-à-dire que maintenant, le rapport à... Voilà, c'est les années 80, c'est aussi du cinéma classique, j'espère que, en tout cas, le film va vous plaire, et bravo pour la rétrospective et cette restauration très belle. Merci beaucoup, chère Nathalie Valls. Merci infiniment. Thierry, on reprendra ce dialogue dans une semaine à propos de ton livre. Et donc, on attendra une semaine, Thierry nous dira où on en est avec 100 ans de cinéma américain, parce que, comme dirait l'autre, ah ben il va nous le dire tout de suite. On lâche pas l'affaire. Mais alors... Pardon, oui, non, il y aura, et avec Actes Sud, chère Irène, non, il y aura deux livres, il y a les mémoires. Bertrand avait commencé ses mémoires avec Sarah, quand ils étaient installés dans le Sud, juste un peu, ça s'est décidé un peu avant le confinement. Il a écrit beaucoup. C'est des mémoires inachevées, mais comme il les faisait un peu non chronologiques, du coup, il y a plein de choses. Et puis, il y a ce 100 ans de cinéma américain qui devrait voir le jour en 2024. Jean-Pierre Courcevon n'est plus non plus avec nous. C'est un livre de 10 millions de signes. Je ne sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle, mais Amis américains qui était gros. En gros, ça c'est il y aura 3 volumes d'Amis américains. Bertrand a écrit jusqu'à la fin. Moi, il m'envoyait des trucs sur les marches de Cannes, je recevais des... Alors je regardais, c'était un mec de lui. Alors dis donc, je voulais te dire que... Hop, et puis il fallait raccrocher. Et il a écrit l'une de ses dernières études, c'est sur un film qui s'appelle Tomorrow is Another Day. Et il a écrit un film lui-même qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Mais c'est bien l'état d'esprit, Sarah, dans lequel il était, c'est-à-dire le lendemain, la suite, aller de l'avant. Et c'est ce que la Cinémathèque fait, et vous tous en étant là, en le célébrant ce soir. Merci infiniment. Bonne projection.